Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. La liberté de la presse est soumise à rude preuve en Guinée suite aux rumeurs sur le décès du président guinéen. Le coordinateur général du groupe Gangan est à garde à vue depuis près de 48 heures. Les journalistes partis le soutenir ont été violentés. La corporation sonne l'alerte et appelle à la mobilisation. Et puis les avocats guinéens continuent leur grève pour dénoncer les violences dont leurs membres font l'objet dans l'exercice de leur profession et des négociations sont en cours. Il sera aussi question demain de la CENACIP, de la Semaine nationale de la citoyenneté, sous le leadership du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. La détention d'Aboubacar Camara, coordinateur du groupe de médias Gangan Radio TV, a connu des heurts. Des journalistes venus nombreux apporter leur soutien ont été violentés à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. 4 journalistes ont été gravement blessés et admis au centre médical communal de Matam. Des caméras, des téléphones et bien d'autres outils de travail des journalistes détruits dans les mêmes circonstances au cours de ces altercations avec des éléments de la gendarmerie. Vous le verrez en image, il s'agit d'une véritable scène de violence. Makiso Amara Alex Silla. Sur ce panneau publicitaire, on mentionne la garantie de la liberté d'expression avec effigie de la présidente de la HAC, haute autorité de la communication. Au même moment, ce sont plusieurs dizaines de journalistes qui viennent soutenir leurs confrères du groupe Gangan RTV, incarcérés depuis plus de 48 heures. Ici au PM3 de Matam, ce ne sont pas des loupards qui violentent les hommes de médias, mais des gendarmes décidés à réprimer. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Sur le champ, 4 journalistes grièvement blessés sont admis au centre médical de Matam. Ici en image, l'un des cadreurs de Gangan TV, Aboubacar Camara. Juste à côté, Mamata Sangiana Camara du même organe. Bilgissa Diallo de la radio Nostalgie, membre du bureau syndical des journalistes. Nous revenons au PM3 pour revivre cette scène d'horreur avec les témoignages de nos confrères. Il se trouvait qu'il y avait nos confrères qui se trouvaient dedans. On est resté un peu attendre. On a aperçu que nos amis-là, ils sont en train de les pourchasser, de les bastonner, pour les jeter dehors. C'est là que nous aussi, nous sommes intervenus pour venir apporter notre soutien à ces journalistes qu'on cherchait. Et c'est là que tout est parti. Ils ont commencé à bastonner tous les journalistes qui étaient devant eux. Ils sortaient des ceintures, des injures. Et moi, vraiment, j'étais malheureux. Et bien, vous voyez... À l'intérieur de cette cour, les responsables de l'Urtelgui sont en négociation avec le commandant de l'escadron mobile pour obtenir la libération d'Aboubacar Camara, qui a passé la nuit à la gendarmerie territoriale de Yimbaya. Ce qui a été conclu ce matin, si ça vient de Sécoutouria ou du service de renseignement, c'était un plan d'élimination physique des journalistes. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on fasse blackout de toute activité administrative et gouvernementale à partir de demain. S'il y a des éliminations individuelles de quelques journalistes que ce soit, après aujourd'hui, ce n'est pas un accident, ça veut dire que ça aura été planifié. C'est ça qui a commencé aujourd'hui. Et je pense qu'on ne baissera pas les bras. Il faut qu'on nous dise la vérité. Il faut qu'on nous dédommage. On a cassé des caméras, on a cassé des téléphones. Et puis expressement, notamment Gangan TV, les gendarmes ont mis la caméra de Gangan à terre. Un journaliste a voulu récupérer la caméra. Ils sont venus le tabasser. Ils ont demandé aux camionneurs de marcher sur la caméra de Gangan. Il y a un gendarme même qui a dit, voilà c'est Gangan. C'est eux qui ont dit que le président est mort. Est-ce que ce sont des gens pour qui on a mis des millions de dollars pour une sorte de réforme de l'armée, qui disent que c'est eux qui disent que le président est mort, il faut les tabasser. Ils disent aux militants dehors, c'est eux qui ont dit que votre président est mort, il faut les tuer. C'est ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater avec ces explications du chef de l'antenne de Gangan TV, à l'hôpital nous avons effectué le déplacement. Bien entendu, nous sommes partis faire le constat. On a vu les journalistes, comme vous pouvez le voir en image ici,
4 journalistes sont alités à l'hôpital. Mais imaginez dans quelle situation on a trouvé ces journalistes alités à l'hôpital. Vous pouvez le comprendre, la liberté d'expression en Guinée est menacée. La liberté d'expression en Guinée est en lambeaux, comme vous pouvez le savoir. Ici, nous sommes au PM3 de Matam. Je vous propose à présent quelques réactions à chaud des journalistes violentés. Ils parlent de violation de la liberté de la presse. Les propos sont recueillis par Makiso Ambar Alexila. C'est après la maison de la presse, un exposé réalisé par les responsables de la radio-télévision Gangang. Il nous a montré, il nous a fait écouter vraiment l'extrait dans lequel on a dit que le professeur Alpha Condé est décédé et c'était faux. Un mort ne peut pas annoncer la mort de quelqu'un parce que c'est Duplessis qui parlait, donc Duplessis est déjà mort. Ce sont ces trucs de reportage de son émission, des signes de son émission qui passaient depuis des années. Donc ce n'est pas hier seulement qu'on pouvait dire que vraiment c'est Duplessis qui a annoncé la mort d'Alpha Condé. Donc après la maison de la presse, on est venu ici pour voir vraiment parce qu'on a dit que notre ami est là, le coordinateur de la maison de Ganga est déjà arrêté ici, il est envoyé au PM3 de Matam. Sa liberté est en jeu. Depuis hier, il n'a pas retrouvé sa famille. Donc le procureur lui a dit au téléphone, qu'il est en train de joindre le ministre maintenant pour mettre fin à ce qui se passe actuellement. Puisqu'aujourd'hui, les ministres sont en conseil, donc il veut tout faire pour avoir le ministre de la Justice, Cheikh Sako, pour avoir la libération de Aboubacar Camara. Moi, je l'ai interpellé par rapport à nos consoeurs blessés, les objets perdus. J'ai tapé sur la table pour qu'ils prennent aussi cela en compte parce qu'il y a eu des caméras à gâter, il y a eu des dictaphones volés par les gendarmes, il faut oser le dire. Il y a eu également des téléphones de nos confrères volés par ces gendarmes qui sont là à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Donc il a dit la priorité c'est d'obtenir la libération d'abord de Aboubacar Camara. Quand on a ça, on va parler du reste. Mais il faut qu'on insiste sur les objets perdus, sur les objets volés par ces gendarmes. On les a fait comprendre que nous sommes venus juste pour une solidarité, pas autre chose. Ils ont dit soit vous sortez, soit vous coopérez ou bien on vous force de sortir. Donc du coup, il y a un autre qui s'est détaché, il dit bon, on a reçu des ordres, il faut que vous sortiez. Et ils ont essayé de ceinturer le groupe, ils nous ont poussé à la porte. Et de là, arrivé au niveau de la porte, puisque c'était restreint, d'aucuns parmi eux se sont livrés à des actes de violence. Par exemple, moi j'ai subi 3 coups au niveau de mon dos, 3 coups de matraque. Ils ont forcé la situation pour récupérer mon sac parce qu'il y avait un ordinateur dedans. J'ai forcé la situation, je l'ai repris. Et du coup, il y a eu des caméramans qui ont été bastonnés, des caméras complètement cassées. Ils ont même pris leur voiture, ils ont marché sur la caméra. Donc c'est pour vous dire que c'était une chose qui était vraiment préméditée. Parce que quand on est sorti, on a voulu d'abord sortir par cette portière qui est là. Ils nous ont dit non, il faut qu'on sorte de l'autre côté. Dès qu'on est sorti, on a trouvé ici des loupards qui ont été déjà prêts pour nous dire ici c'est le fief d'Alpha Condé. Si vous discutez, on va en finir avec vous. Mais imaginez jusqu'où ils veulent aller. Parce que moi je ne peux pas comprendre que des civils viennent donner des coups de main à des gendarmes pour faire des exactions sur le journalisme. Et puis dans la foulée, l'Union de radio et télévision libre de Guinée a appelé à une journée sans presse si Aboubacar Camara n'est pas remis en liberté et elle exige par ailleurs la prise en charge des journalistes blessés et ainsi que le dédommagement de ceux parmi eux qui ont vu leur équipement de travail endommagé. Et puis aux dernières nouvelles, notre confrère Aboubacar Camara, conduit au tribunal de première instance de Mafanko, a été relâché au bout de plus de 48 heures de détention. Je suis très ému, la famille, les parents, les amis, tous ceux qui écrivent, qui ne sont pas là, qui sont en train d'attendre la nouvelle, mais surtout la presse qui s'est mobilisée et une pensée à toutes ces victimes de ces violences qui se sont produites aujourd'hui du côté de Matam. J'ai une pensée envers elles, ces victimes. Je leur souhaite un prompt rétablissement et que la presse vive et qu'elle gagne. Pour le moment, le plus important pour nous était que nous rentrions ce soir avec notre confrère. Ça, c'est obtenu. Maintenant, pour les journalistes qui ont été victimes de blessures et ceux qui ont perdu leur matériel, doivent écrire des plaintes régulières pour les déposer au même parquet. Parce que l'infraction de violence a été commise à Matam et donc c'est la juridiction de compétence.
L'Urtelgui va aider les radios et les autres associations et le syndicat des journalistes vont aider les victimes à se constituer partie civile. Et vous pouvez être sûr que nous serons devant cette cause aussi. Les hommes en toge ne décolèrent pas, ils continuent le boycott des cours et tribunaux pour dénoncer eux aussi les violences dont leurs membres font l'objet dans l'exercice de leur profession. Les forces de défense et de sécurité sont pointées du doigt. Les négociations sont tout de même en cours selon des sources judiciaires. Reportage Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Soroy Kamara. L'avocat a le droit d'être là aux côtés du concitoyen à l'effet de le sécuriser en termes de loi, à l'effet d'assurer la défense des droits que la loi lui reconnaît. Ce rôle des avocats est bafoué et foulé au sol dans les enquêtes préliminaires ou de flagrance devant l'administration ou les officiers de police judiciaire. D'où la grève des hommes en robe noire qui suspendent leur participation aux activités des parquets et polices judiciaires du 24 octobre au 6 novembre inclusivement. De gendarmerie ou de police, il y a une loi ou des lois qui sont autres que les lois républicaines. Donc lorsque nous venons là, pas pour nous défendre, mais pour défendre nos concitoyens, pour accomplir notre mission, nous sommes soumis à toutes sortes d'exactions, nous sommes soumis à toutes sortes d'humiliations. Le plus souvent, des citoyens ordinaires lambda viennent jouer notre place à notre lieu et place. Naturellement pour des questions d'intérêt. Les avocats restent déterminés dans leur grève. Pas question de reculer. Leur profession doit être respectée partout dans la défense des citoyens en conflit avec la loi. Toutefois, le garde des Sceaux rassure sur les discussions engagées pour une issue heureuse. Le parquet général est en pourparlers avec l'ordre des avocats pour trouver une issue favorable à cette grève. La revendication des avocats est légitime, mais il faut la concertation pour pallier des difficultés que les avocats ont à exercer leur profession, notamment auprès des OPJ. En attendant la suspension de cette grève, les citoyens sont sans défense pour rétablir leurs droits dans les lieux mis en cause par les avocats. Et pendant ce temps, la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté sera lancée ce mercredi en Guinée, initiée par le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté. La CENACIP a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la culture de la non-violence en Guinée. Une initiative appréciée et soutenue par la société civile guinéenne. Idrissa Barry, Alseni Kamara. La Guinée s'apprête à vivre à partir de ce mercredi 1er novembre la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Cette année, le thème porte sur le citoyen dans la construction de la nation avec pour slogan « Un peuple, une volonté, une nation ». L'idée est de contribuer à consolider la démocratie, l'état de droit et la culture de la paix, mais aussi de promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme, de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national. L'initiative du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté est bien accueillie par la société civile guinéenne. Pour ce projet qui vise à mobiliser les citoyens guinéens par la sensibilisation autour des valeurs de la République qui fondent l'expression de la citoyenneté. J'estime que c'est une très bonne chose en tant qu'initiative et que chacun devrait pouvoir se retrouver dans cette marche et y contribuer. Durant cette semaine, les populations seront sensibilisées sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, du respect réciproque, du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens. Il sera aussi question de renforcer la prise de conscience de chacun sur l'importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour la construction d'une nation démocratique. Et on doit comprendre, les autorités doivent comprendre que l'expression de la bonne citoyenneté est fonction de leur attitude, de leur comportement, de la façon dont ils gèrent les ressources publiques, de la façon dont leur démembrement, leurs collaborateurs qui sont nommés à des différents postes de responsabilité se comportent vis-à-vis des biens publics. C'est tout cela qui est pratiquement la citoyenneté. La lutte contre l'impunité fait partie aussi de la citoyenneté. Il faut nécessairement que la volonté politique aille sur des actes assez concrets pour accompagner cette très belle initiative du ministre Gassama et du gouvernement.
Pour cette deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, l'on s'active sur les derniers réglages avec les acteurs à déployer sur le terrain pour la sensibilisation. Ils devront porter haut des messages autour des valeurs et des principes relatifs à la nation. Le ministre Gassama Diaby ambitionne, à travers cette initiative, d'inculquer à ses concitoyens le respect des droits fondamentaux, mais aussi le sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. L'explication de Mohamed Damoro Kamara et d'Alseni Kamara. Dans la salle de conférence du département de l'unité nationale et de la citoyenneté, les bénévoles reçoivent les dernières instructions. Ils seront déployés dans les 5 communes de la capitale pour être en contact avec les populations dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. La société civile et les religieux sont à pied d'œuvre en train de préparer cette journée de lancement demain. Les 33 préfets de la République liront les mêmes discours, l'éloge à la nation, l'utilité de la nation, son importance, son exigence de justice, de liberté, mais aussi d'unité, de respect réciproque et aussi de patriotisme, d'effort pour la nation. Cela célébré demain à Conakry. L'objectif de cette semaine est d'amener les Guinéens à la réflexion et pas seulement à des actes symboliques. Pour cette deuxième édition de la CENACIP, le citoyen est au cœur d'une action bien importante, la construction de la nation. Nous espérons, nous pensons et même nous croyons que les choses, à travers nos compatriotes qui sont attachés à l'idée de nation, seront mobilisées non seulement à Conakry, mais sur l'ensemble du territoire national pendant cette semaine, pour échanger, discuter et parler de notre volonté de vivre ensemble, de faire en sorte que la société guinéenne soit une société apaisée, soit une société juste, et qu'elle soit libre, et que chaque Guinéen, quelles que soient ses opinions, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa situation sociale, puisse vivre sereinement dans son pays, en voyant ses droits et libertés garantis, mais en assumant aussi ses devoirs et ses responsabilités. L'important est de pouvoir consolider et perpétuer l'idée des nations. Cela n'est possible que dans l'unité, dans le strict respect des droits et principes fondamentaux. C'est par une conférence de presse que le recteur de l'université de Sonfonia tente de minimiser les effets de la grève des enseignants assistants. Mamadi Kourouma explique que les cours se déroulent normalement depuis le 16 octobre dans son institution. Djibril Ba, Yacouba Traoré y était. À l'université de Sonfonia, étudiants et encadreurs ont quasiment occupé toutes les salles respectives. Bon, la reprise s'est passée bien. Je vois que les professeurs sont motivés. Depuis le début, les professeurs sont toujours présents et on reçoit les professeurs de la même manière dans toutes les classes et à tous les niveaux. L'atmosphère est conviviale entre apprenants et enseignants. Des responsables du rectorat tentent de rassurer. Ils se déplacent d'une classe à une autre pour montrer ces mêmes engouements. Comment ça va, grand? Ça marche? Tu t'inscris? On va ne faire pas de rapide. Le même marathon continue et par endroits l'on constate une mobilisation des étudiants pour l'inscription et la réinscription. Le bon déroulement de cette opération réconforte la scolarité de l'université de Sonfonia. Bon, aucun impact puisque vu comme on appelle ça, le progrès de construction qui a eu lieu à Sonfonia, il n'y a aucun impact quand même sur, comme on appelle ça, sur l'accueil des étudiants au niveau des institutions d'enseignement supérieur telles que Sonfonia. Le recteur, lui, fait un pied de nez aux enseignants assistants qui, depuis la reprise, ont boudé les institutions d'enseignement supérieur public. Cela n'a pas laissé un effet positif, mais ce n'était pas la réalité, se défend Mamadi Kourouma. Chaque année, c'est comme ça. En début d'année, la rentrée est timide. Soit les élèves qui viennent de rentrer de vacances, soit les enseignants qui viennent aussi de rentrer de vacances. On se rencontre sur le terrain, on se rencontre dans le campus et on se fait des congratulations, on fait des échanges. Ils ne s'opposent pas aux revendications des assistants, mais ils doivent acquérir des formations au préalable, a-t-il conclu. Un réseau de trafiquants de drogue et d'organes humains a été arrêté, présenté à la presse ce mardi 31 octobre. C'est un coup de filet qui a été réussi par les services du colonel Thiebro en collaboration avec l'Office central antidrogue, OCAD. Parmi ces présumés trafiquants appréhendés figure un Nigérian qui a été arrêté à l'aéroport de Conakry. Les circonstances de leur arrestation ont été expliquées aux journalistes présents au siège des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme. Antoine Kourma,
Mohamed Alusen Abora pour plus de détails. Ils sont au total 3 présumés trafiquants d'êtres humains qui ont été mis aux arrêts et présentés à la presse ce mardi. Sur les circonstances de leur arrestation, le directeur de l'OCAD donne des précisions et inscrit ce démantèlement dans le cadre de la lutte contre un nouveau phénomène de lutte contre le trafic des êtres humains. Alassane Silla, c'est lui. Il est âgé de 25 ans. Il est régulièrement domicilié en Sierra Leone, dans un quartier qu'on appelle Montencote. Et à Conakry, il a une résidence au quartier Bessia, Port 2, qu'il a affrété à l'occasion quand ils ont des passagers en Sierra Leone. Il les amène et les garde à Bessia juste pour les préparatifs pour leur embarquement. Le second, c'est Mohamed Vieux Traoré. Monsieur Vieux avait un restaurant à Lambagne Rombe. Dans son restaurant, il préparait du riz et tout le monde venait manger là. Comme c'est un monsieur qui a séjourné longtemps en Sierra Leone, il a ses relations particulières et son restaurant est devenu un point de rencontre de tous les membres de ce réseau qui envoient les gens au Koweït et à Dubaï. Le troisième, c'est Kerno Ibrahima Diaby. Lui se dit démarcheur auprès d'une agence de voyage qui se trouve à l'aéroport, mais c'est vrai que l'agenda caché. Parce que son véritable rôle, c'est lui le relais, pratiquement. Parmi ces 3 présumés trafiquants, les uns reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et les autres les nient simplement. Je le reconnais, mais seulement il tâtonnait en mélangeant mon nom dans le cas de Diaby, c'est ce que je vais signaler. Mais pas tous les faits, parce qu'il y a certaines, comme dit, vendent de ligne en ligne, donc j'ai expliqué ça dans mon audition. Il y a certaines photos, je n'ai pas reconnu tous les faits. Je suis vendeur de riz à Lambagne, tout le monde me connaît. J'ai eu malheur à cause de la pauvreté. Le monsieur m'a trouvé dans mon restaurant. Il mangeait, il me dit que envoie l'argent, je vais envoyer ta femme à Koweït pour chercher l'argent pour vous. Je l'ai donné, il a envoyé ma femme. Les 3 filles sont venues de les aider. Je les ai aidés, ils sont partis, mais tous les 4 sont venus, ils sont là. Quant au Nigérien accusé de trafic de drogue, il a été licencié de son lieu de travail. C'est après cela qu'il s'en ira au Brésil, où il fera des rencontres avec des membres d'un réseau qui lui feront des propositions qu'il n'hésite pas d'accepter. Renforcement de capacité des acteurs étatiques de la société civile sur la protection des enfants en situation de mobilité en Guinée à travers un atelier de formation ouvert ce mardi. L'OIM, en partenariat avec le gouvernement guinéen et l'UNICEF, prévoit 3 jours de réflexion avec ces acteurs en vue de trouver des solutions à la migration des enfants. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souman pour les explications. La migration des enfants, une préoccupation majeure des États aussi bien sous-développés que développés. La Guinée n'est pas une exception, elle envisage l'identification et l'assistance des enfants en situation de mobilité, d'où l'échange entre les acteurs concernés pour des mesures préventives. L'idée c'est maintenant de voir quelles sont les autres solutions qu'on peut apporter par rapport à ce nouveau phénomène qui touche les enfants, qui bougent sans qu'on puisse être au courant et puis trouver des solutions pour les stabiliser et stabiliser les familles d'origine. La migration dans son ensemble préoccupe les autorités, mais les enfants étant les plus vulnérables, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, à travers des formations, compte mettre les bouchées doubles pour canaliser cette couche. Mais quand on bouge, que vraiment on s'assure qu'il y a un environnement qui les protège, d'où ils partent et où ils vont. Et qu'on se rassure que là où ils vont, ils ont un bon endroit où ils s'adaptent facilement et ils peuvent acquérir des compétences pour venir vraiment s'investir dans notre pays. C'est de faire en sorte que le mouvement des enfants soit suivi, qu'ils soient protégés et que nous soyons rassurés qu'ils ne vont pas à la déperdition. Cette formation va durer 3 jours. Une autre de même type sera programmée à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Mamou. Mamou est une zone avec un taux de départ assez élevé où aussi les enfants sont assez touchés et leur vulnérabilité est assez accrue. Donc on a jugé nécessaire de commencer dans une région qui est plus touchée. Cela ne voudrait pas dire que toutes les autres régions ne sont pas touchées. Bien sûr, toutes les régions sont touchées. Une campagne de sensibilisation ayant pour thème Ensemble pour la protection des enfants contre la migration irrégulière sera également programmée dans ce cadre dans la région de Conakry et à l'intérieur du pays.
d'une formation à une autre, cette fois avec plus de 40 techniciens ce mardi. L'objectif est d'améliorer la qualité des services Internet et faciliter l'utilisation des données numériques dans les entreprises, la gestion des ressources Internet à l'échelle mondiale et l'utilisation du protocole IPv6 sont les deux principaux thèmes. C'est une initiative de l'Afrique. Al-Sénébari, Aboubakar Din Kamara. Tout d'abord, cet échange va porter sur la gestion des ressources Internet. Le but est d'enseigner à la communauté technique guinéenne la gestion de ces ressources sur le plan mondial et africain. Ensuite, l'utilisation de l'IPv6, un protocole qui représente à lui seul 128 bits, contrairement à l'ancien IPv4 qui représentait 32 bits. Ce protocole est assez grand pour donner une adresse à chaque grain de sable sur la planète. Le but de la formation, c'est de montrer aux ingénieurs guinéens c'est quoi ce nouveau protocole, comment est-ce qu'il faut l'implémenter, quelles sont les bonnes pratiques d'implémentation et à quoi il faut s'attendre lorsqu'on l'implémente. Ces participants devraient être le fer de lance pour la maîtrise de l'IPv6, surtout qu'il n'est utilisé qu'à 20% sur Internet. Son utilité devrait vite se ressentir dans les ménages et dans les entreprises. Vous pouvez faire de la vidéoconférence sans avoir besoin de payer. Il suffit que vous avez Internet, que vous avez une adresse publique, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des appels téléphoniques sans avoir besoin de payer. Vous n'aurez plus besoin des applications comme WhatsApp, vous n'aurez plus besoin de Skype, vous n'aurez plus besoin de toutes ces applications-là. Il suffit que votre machine soit Microsoft ou Windows ou Apple ou Linux ait une application qui fait de la voix sur IP. Vous allez pouvoir le faire sans payer à qui que ce soit. Donc c'est vraiment un avantage pour l'utilisateur final. Plus de 40 acteurs d'entreprises publiques et privées participent à cette formation. L'Union européenne vient d'offrir du matériel mobile et informatique à l'Institut national de la statistique, ce dont s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État entamé depuis novembre 2016. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara nous signe ce public reportage. L'équipement remis à l'Institut national de la statistique par l'Union européenne est composé de 7 véhicules tout-terrain, 10 motos, 30 ordinateurs fixes et accessoires, 11 portatifs, 109 tablettes, 5 vidéoprojecteurs, des imprimantes. Ces matériels devraient permettre à l'INS de renforcer ses capacités institutionnelles et organisationnelles. Avec ces nouveaux matériels, les bénéficiaires pensent déjà à la première mission. L'une des opérations que nous allons réaliser dès la semaine prochaine, ce serait la finalisation de la mise à jour de la cartographie socio-économique de la Guinée. Là-bas, on va envoyer plus de 50 jeunes sur le terrain et ces véhicules-là vont nous servir à leur déplacement. Ces équipements d'une valeur de près de 3 milliards de francs guinéens permettront à l'INS de disposer des moyens de collecte, de traitement, d'archivage et de diffusion rapide des données statistiques fiables et crédibles au service public. Si nous n'avons pas de statistiques fiables, de statistiques avec lesquelles nous travaillons, nous ne pouvons pas asseoir une bonne base de développement. Le programme d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État s'étendra sur 3 ans à compter de novembre 2016. En plus de l'Institut national de la statistique, ce projet va toucher d'autres départements, notamment l'administration du territoire et de la décentralisation, la santé, la sécurité, la justice. Les jeunes du quartier Concasseur ont rencontré ce mardi le médiateur de la République pour une prise de contact. L'ONG Solidarité Action pour le progrès de Concasseur demande le soutien de l'institution. Mohamed Valectoré, Ibrahim Massori, 5 Souma. Cette rencontre annonce le début d'une collaboration entre l'institution chargée de la médiation et cette ONG Solidaire Action pour le progrès de Concasseur. Ces jeunes souhaitent remonter leurs préoccupations aux médiateurs de la République, mais ils ont voulu d'abord comprendre le mécanisme. Donc nous sommes venus faire de vues, échanger pour qu'on puisse dans l'avenir faire des partenariats pour démultiplier ça dans les autres quartiers afin que règne la paix et la quiétude sociale dans nos différentes zones. Fassine Touré a exhorté les jeunes à préserver les patrimoines laissés par les anciens. La tâche est lourde, il faut, dit-il, respecter la loi.
Tout le monde doit compter sur la jeunesse. Elle est notre force, elle est c'est elle qui est à la base de tout ce qui doit marcher dans ce pays-là. Le médiateur de la République espère que des initiatives de ce genre aident à renforcer l'unité nationale, gage d'un développement harmonieux. Un trou béant embarrasse les habitants du secteur de Tanene situé dans la commune de Matoto. Les populations vivent dans l'angoisse totale. Cette grande fissure est la résultante du non-achèvement des opérations d'installation de tuyaux de canalisation de la Société des eaux de Guinée, un programme pourtant inscrit dans un vaste projet de réaménagement des conduites de l'ensemble du réseau de la SEG. Explication Kadja Diallo, Alseni Kamara. Nous sommes à Yimbaya dans le secteur Tanene Marché. Les travaux d'installation des tuyaux par la Société des eaux de Guinée peinent à être achevés. Ce grand conduit est éventré il y a environ 6 mois. Sa dimension par endroit est estimée à 4 mètres et 2 mètres de profondeur. À ce jour, ce secteur est coupé des autres quartiers en raison de l'amateurisme de l'entreprise en charge des travaux. Le travail comme ça, là, difficilement la population se patiente pour le travail comme ça. Là. Nous sommes toujours là pour sensibiliser la population. Attends, la SEG vient réparer. Attendez, la SEG viendra réparer. Tous les temps, c'est comme ça. Mais il faut voir. On est obligé de mettre. C'est nous qui avons préparé les selles, la mettre, pour prouver que les femmes et les enfants peuvent passer ce qui peut passer. Hein? Ça, c'est pas risquant. Même ça seulement, c'est pas risquant. Une vieille tout de suite passer sur les selles là, il ne va pas tomber. Ce trou béant progressivement devient un grand dépotoir d'ordures, une inquiétude majeure pour les femmes du secteur. Plusieurs démarches administratives ont été faites pour attirer l'attention de la Société des eaux de Guinée. La promesse qu'elle a faite n'est toujours pas concrétisée. Conséquence, des personnes blessées lors de la traversée de ce pont de franchissement érigé par les femmes vendeuses du marché. J'ai informé la SEG, par écrit, et en même temps je me suis déplacé de partir là-bas. Le travail que vous avez fait là-bas, si vous n'êtes pas parti réparer, vous allez souffrir énormément ma population. Il y a une école, c'est des petits enfants qui vont là-bas. Étudie là-bas, il ne peut pas traverser. L'inquiétude des populations plane, l'impatience perceptible, la diligence de la SEG reste le seul remède pour éviter le pire. Et puis le sport et la culture se donnent rendez-vous à Moyenne-Guinée du 4 au 11 novembre. Les Jeux régionaux et les festivités de la quinzaine artistique régionale s'y dérouleront. Ils constitueront une sorte de préliminaire dans le choix des ensembles et troupes artistiques, mais aussi des athlètes pour les Jeux nationaux. Une activité placée sous la férule du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Mohamed Souma, Lamine Diallo, Djibril Kaba Kamara y étaient pour vous en dire plus. On va illuminer Mamou par des feux d'artifice qui prendront, je vous dirais, une hauteur minimum de 20 mètres. Une annonce qui décrit d'ores et déjà les couleurs pour les Jeux régionaux et la quinzaine artistique régionale. L'émulation qui va fédérer les populations des préfectures du Fouta autour de la promotion de la citoyenneté. Pour le faire, cette discipline sportive dont les choix ne sont pas fortuits. Regardons toujours avec nos différents DPJ et nos différents inspecteurs quelles sont les disciplines qui existent dans les différentes préfectures. Donc c'est au vu des réponses qui nous arrivent de ces DPJ, de ces inspecteurs, que nous faisons le choix. Donc nous avons vu que le basket, le volleyball, le karaté et le cyclisme étaient représentés dans les 70% des 9 préfectures. Cette organisation ne restera pas sans suite. Elle a un objectif basique. Pour sélectionner les meilleurs ensembles artistiques et culturels qui viendront enfin se retrouver à Conakry du 27 novembre au 3 décembre 2017. Et le clou de toutes ces activités va être le Tour cycliste de Guinée. La carte postale culturelle du pays sera de même faite avec la manière, rassure le département de tutelle. Donc vous comprendrez qu'il y a des innovations et il y a des disciplines
que nous avons voulu conserver pour rester dans la tradition. Donc, c'est un festival qui va allier la tradition et qui aura la tête dans ce que nous avons de moderne aujourd'hui, c'est-à-dire les arts nouveaux. Le coût de ces activités du dernier trimestre de l'année pour le ministère en charge s'élèverait à plus de 800 millions de francs guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Correa Bokourmoa était présent, à la régie Lamine et Nala ici de le tout, sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info c'est aussi sur espacetvguinée.info. Merci donc de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Espace TV. Regardons mieux.